Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 13 janvier 2025. Alors aujourd'hui, on va voir l'agenda de la semaine avec les catalyseurs qui vont arriver, qui vont influer toute cette semaine les marchés avec les chiffres macroéconomiques notamment. On verra également le CAC 40 et des variations importantes sur les actions et puis quelles actions éventuellement suivre ou acheter. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations ou analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va commencer avec les chiffres sur la Chine qui sont tombés cette nuit. On commence à voir une petite amélioration. Alors, c'est pas flagrant, c'est pas énorme non plus. Mais ça frétille un peu, notamment sur les chiffres import-export. Ça veut dire quoi? La Chine importe plus et exporte plus que précédemment, on le voit avec ces chiffres. Donc on avait les chiffres un peu en données totales. Là, je vous l'ai mis en pourcentage, notamment pour voir que sur l'import, on redevient positif. Au niveau des chiffres, on est à plus 1,3 million, on était en négatif, à moins 4,7 millions le mois dernier. L'exportation, c'est pareil. Donc là, on est à plus 10,7% par rapport à ce qui s'est fait précédemment. Et pareil, on est à plus 10 millions 9, alors qu'on était à 5 millions 8 le mois dernier. Donc on voit aussi une belle tendance. Alors à l'exportation, forcément, la Chine, pays très exportateur, ça va mieux. Mais déjà, au niveau des importations, on voit aussi que ça commence à revenir en positif, donc plutôt une bonne chose. Alors, on attend encore des chiffres bien meilleurs pour soutenir l'économie chinoise, mais ça commence quand même à aller dans le bon sens. Donc voilà peut-être un catalyseur intéressant, même si les marchés n'ont pas encore acheté ces nouvelles-là, et on peut le voir. On va le voir sur les indices. Juste après, sinon demain on aura le sentiment économique Zoo en Allemagne et en Europe. Prix à la production aux États-Unis à 14h30. Mercredi, on aura l'IPC, l'indice des prix à la consommation, qui sert à mesurer notamment l'inflation à 8h en Grande-Bretagne et à 8h45 en France. Et à 14h30 aux États-Unis, stock de pétrole brut à 16h30. Là aussi, pour voir si le pétrole continue à être consommé ou pas. Jeudi, l'IPC en Allemagne à 8h et à 14h30, pas mal de données intéressantes. C'est là que ça risque de pas mal bouger. 14h30, inscription hebdomadaire au chômage, indice manufacturier FED de Philadelphie et vente au détail, tout ça aux États-Unis. Et enfin, vendredi, on aura également des chiffres sur la Chine à 3h du matin, notamment sur le PIB et la production industrielle, donc à suivre. Et l'IPC en Europe. Et les permis de construire, l'IPC à 11h, et permis de construire à 14h30 aux États-Unis, pour voir notamment si le secteur un peu de la construction revient un petit peu. Avant de faire les indices, les actions, on va juste regarder le Bitcoin pour voir la confirmation du plan de consolidation qui est en train de se réaliser sur le Bitcoin. Et on est venu frôler, presque toucher avec une mèche aujourd'hui, notre premier point d'achat éventuellement sur les 88 760. On l'avait mis un peu plus tard. Ça peut encore travailler comme ça pendant quelques jours avant de revenir. Donc notre premier point d'achat ici, et puis le deuxième autour des 76 000 dollars environ, on verra. Mais pour l'instant, on est toujours baissier court terme sur le Bitcoin, mais plutôt haussier moyen long terme. C'est pour ça qu'on attendra la fin de consolidation, éventuellement des rachats un peu plus bas pour se replacer sur le Bitcoin. On va regarder les indices et donc voir là les légères, plutôt le travail sur les moyennes. C'est pas encore une inflexion à ce stade sur les marchés chinois. On le voit ici sur le CSI 300, plus 0,16, donc c'est rien du tout. Et puis on voit qu'on a perdu quand même une belle partie de tout ce qu'on avait gagné sur les annonces du plan de relance chinois, qui tarde toujours à se matérialiser dans les chiffres, mais on met quand même pas mal d'argent dans le marché, donc ça devrait repartir, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Le Dow Jones Shanghai, c'est la même chose. Alors on a beaucoup moins perdu sur le Dow Jones Shanghai. On est resté, parce que le plan de relance chinois, il était par là fin septembre, donc on voit qu'on était ici. On est encore à plus 16% après être monté à plus 30%, donc on a rendu à peu près la moitié. Ça tient un peu mieux, mais il faudrait que ça confirme. Les marchés
américains avec notamment le Dow et le Nasdaq. Le Dow qui va un peu mieux. Pourquoi? Parce que on a moins cette pression quand même sur la politique monétaire qui met la pression sur les technologiques notamment et le Nasdaq. Donc le Dow un peu mieux aujourd'hui. Alors on a la cotation d'hier. Le retour hein, sur les 42 250 de l'élection de Trump. Mais on manque un peu de catalyseur quand même. On aura notamment les bancaires mercredi, les grosses bancaires américaines. Si les chiffres sont bons, ça pourrait relancer notamment le Dow. Hein. C'est ça qu'on va voir sûrement après-demain. Et le Nasdaq, forcément, on l'a dit, le marché de l'emploi trop fort. Donc la politique monétaire américaine avec la Fed qui va... Alors là, ça change tout le temps. Hein. Au début de l'année, enfin à la fin de l'année, on devait avoir deux baisses. Ensuite, on commencerait à baisser que cet été. Maintenant, on baisse plus du tout 2025. À chaque fois qu'il y a des chiffres, c'est réactualisé et ça change toujours. Donc là, comme les chiffres sont bons, évidemment, on est un peu en panique sur la baisse des taux et donc dans l'optique de rester avec des taux hein, relativement élevés toute l'année 2025. Mais dès que l'inflation va baisser et que l'économie va ralentir, on va remettre sur le tapis encore la baisse des taux. Donc c'est pas forcément à suivre au pied de la lettre hein, les indications de la Fed. Ce qu'il faut voir, c'est surtout les chiffres et la tendance de l'économie. Donc sur le Nasdaq, oui, on reconsolide un peu plus fort, d'autant qu'il y a aussi une pression sur le secteur semi-conducteur avec les exportations qui vont être notamment un peu sécurisées, un peu limite un embargo pour pas avoir de trop sur les secteurs clés, notamment les militaires, hein, de fuite sur les pays étrangers et pas forcément alliés. Donc tout ce qui est semi-conducteur a un peu plus de mal. Donc le Nasdaq toujours en consolidation. Et le CAC 40, moins 0,3, toujours en échec sous les 7506. Petite mèche basse aujourd'hui. Mais construction, hein, il ne se passe rien. On attend le gros catalyseur, le gros détonateur, mais pour le moment, alors ça viendra peut-être de la Chine avec le luxe, mais pour l'instant, on l'a vu, c'est surtout le pétrole qui permet de tenir avec les énergies, parce que le pétrole hein, confirme, on l'avait dit avec notamment l'achat d'Exxon vendredi, le pétrole va plutôt bien, le pétrole est revenu sur ses niveaux médians et explose parce qu'il y a des sanctions du gouvernement américain sur le pétrole russe notamment. Donc le prix un peu du pétrole est en train de monter assez fort. On le voit hein, par rapport à ne serait-ce qu'il y a une dizaine de jours. 17 jours, 17 séances, on prend 10%. C'est quand même une progression importante sur le baril de Brent. Donc on redépasse les 80, donc toutes les pétrolières, parapétrolières forcément plutôt favorables. Et ce qui est énergie renouvelable et décarbonée n'a pas forcément hein, une grosse dynamique. On regarde juste l'or pour voir qu'on est revenu valider hein, cette oblique de consolidation court terme, notamment vendredi et aujourd'hui, avec la clôture et l'ouverture dessus. Donc toujours en mode consolidation sur l'or, mais une consolidation plutôt très faible, souvent achetée, et qui devrait casser quand elle cassera, relancer la dynamique haussière sur l'or. Donc toujours haussier hein, sur le minerai. Ce qui est un peu décevant, c'est les minières or qui, elles, ne font pas trop le boulot, et c'est assez moyen à ce niveau-là. On va regarder les grosses variations. Bouygues, on la surveille parce qu'elle a énormément perdu, parce qu'elle revient hein, sur des niveaux de rachat clés, notamment les 27 euros, et que la construction est déjà en train de repartir ou sur certains points bas. On l'a vu dans beaucoup de pays, hein, le secteur construction a atteint son plus bas. On attend vraiment maintenant le retour hein, à la construction, alors plus ou moins fort. Mais on est là aussi sur des niveaux où il n'y a plus trop de vendeurs. Et où le cours a déjà tellement baissé qu'on a déjà tout revalorisé les ratios. On a pricé le cours sur ces niveaux-là. Et donc, finalement, on n'attend plus que le rebond ou alors, au pire, végéter sur ces niveaux-là. Donc, c'est plutôt intéressant également de surveiller Bouygues et puis éventuellement de racheter sur une vraie réaction. Mais on sent qu'on est arrivé à la fin de la baisse sur Bouygues. Un Carrefour toujours négatif, hein, il n'y a pas grand chose à faire pour moi sur Carrefour, plutôt éviter. Alors oui, on aura peut-être un retour et un rebond sur les 14,6, mais encore dégradé après. Donc
plutôt à éviter quand même le secteur distribution et puis ce qui a été fait en Amérique du Sud, hein, c'est pas forcément éclatant non plus. Donc Total, donc le Brent qui augmente, les pétrolières qui augmentent aussi, et Total forcément qui revient, et qui revient bien sur les 55. C'était le niveau qu'on voulait, hein, pour construire au-dessus et puis accumuler, parce on était bien bas. Alors là, je l'ai avec dividendes réinvestis, on a l'autre niveau sans les dividendes, c'est comme ça. C'est plus ou moins pareil avec le rachat ici sur les 50, et cette zone ici bien travaillée. On va remettre le graphe. L'objectif toujours de combler le gap rapidement sur les 58 qui signifierait véritablement enfin la fin de la baisse et le retour peut-être à une dynamique haussière sur Total. Là aussi, avec ce rebond assez important et ce retravail au-dessus des 55, on peut espérer, hein, que la baisse de Total soit terminée. Maintenant, pour retrouver une bonne dynamique, sur le moyen terme, on a quand même une offre de pétrole assez importante par rapport à la demande. Et donc, si je suis quand même plutôt haussier court terme sur le pétrole, on va revoir Exxon aussi après, il faudra faire attention à pas forcément rester longtemps parce que on a toujours cette demande qui peine à revenir. Là, on est porté par les prix qui montent un peu, donc les ratios s'ajustent sur les pétrolières. Mais on a toujours eu une offre, hein, en énergie et notamment en pétrole un peu supérieure. On a beaucoup de pays, hein, qui ont ouvert les vannes. Et la demande, notamment en Chine, qui repart pas. Les États-Unis, correct, mais sans plus. Et l'Europe, assez moyen. Donc, on n'a pas de raison de revaloriser un peu toutes ces valeurs. Alors, il y a Trump qui va favoriser les énergies fossiles notamment. Donc, ça va aider certainement un peu les pétrolières et surtout les pétrolières américaines. Mais dans l'ensemble, il y a quand même pas mal de points de tension. Alors la géopolitique aussi pourrait peut-être faire monter les pétrolières, mais on a vu que les derniers conflits n'avaient pas fait exploser le prix du baril. Donc il y a quand même une certaine pression à long terme sur ces énergies-là. Donc attention, une fois le rebond technique effectué sur ces valeurs, à ce qu'on n'ait pas une continuation de la baisse, parce qu'on le sait, les marges de raffinage sont énormément baissées, hein, notamment fin 2024. Et enfin, alors Unibail, notamment avec les rendements, hein, sur les taux américains qui étaient relativement élevés. Unibail qui est une foncière, ça aime pas trop. Et puis, depuis la cassure ici, hein, mi-décembre, ça reste moyen. Alors, à moyen long terme, on est plutôt positif, mais il y a eu des gros volumes de cassures ici, et puis des rachats, des ventes sur les 72 aussi. Je sais pas trop ce qui s'est passé sur Unibail. Un peu inquiet quand même à court terme sur ce que fait la valeur, même si graphiquement pour l'instant on est toujours, hein, dans une figure de travail et de consolidation plutôt logique et saine avant un retour, mais on le voit, ce support à 70, faudrait pas le casser parce qu'il est plutôt clé, je pense, et comme on l'a déjà cassé une première fois, le casser une seconde fois avec déjà la grande progression, hein, du cours, ça me semblerait assez négatif. Donc à surveiller quand même Unibail, mais pas très rassuré. Et STM, toujours négatif, hein, sur STM, on l'a dit avec les semi-conducteurs et les problèmes d'exportation notamment. Alors ça, c'est plus pour les États-Unis, mais le groupe franco-italien fait partie toujours des moins bons. C'est pas sur eux qu'on va compter pour relancer la machine, hein. Donc toujours baissier sur STM, évidemment, et Publicis, pas forcément marquant, hein, c'est ce -2 sur Publicis. On est plutôt sur des zones, on le voit, qui ont souvent été rachetées. Le retour sur la moyenne à 200, donc éventuellement, hein, sur une belle cassure, parce que août 2024, septembre 2024, octobre 2024, octobre 2024, novembre 2024, et maintenant janvier 2025, les retours sur moyenne à 200 ont tout le temps été achetés ces dernières fois. Donc on a toujours eu un rebond et un titre qui est reparti à la hausse.
Alors ça marche pas tout le temps, ça va pas marcher éternellement. Il y aura bien une fois où on va revenir dessus, on va casser, mais pour l'instant, on le voit, hein, on est plutôt dans une dynamique positive sur Publicis. Allez, on va regarder quelques grosses variations, notamment, alors la mauvaise nouvelle du jour, hein, alors pour moi, notamment parce que j'ai toujours une ligne sur Moderna et profit warning sur Moderna avec des annonces, hein, de vaccination en baisse. Il y a également une autre thérapie qui avait été jugée moyenne, donc ça reporte, hein, la mise sur le marché. Ça fait beaucoup, alors même si elle garde quand même une capacité à sortir d'autres vaccins, notamment un vaccin combiné sur la grippe et le Covid-19, d'autres thérapies aussi en oncologie. Pour l'instant, les derniers chiffres, hein, et les dernières périodes de vaccination ont été relativement moyennes sur Moderna, donc baisse du chiffre d'affaires, baisse des prévisions. Et le cours explose un peu à la baisse, on a perdu 20% là en une journée avec évidemment un gros gap. Et ce qui est dommage, on le voit, c'est qu'on passe sous les 36 $, qui avait quand même permis au mois de novembre et juste après décembre, avec des grosses rentrées, des gros volumes, de repartir. Donc encore très moyen, hein, sur Moderna, parce qu'on revient sur des niveaux d'avant, juste après Covid, avant l'explosion, hein, parce que là on est en février 2020, Covid-19, c'était à peu près à cette période-là qu'on en a parlé du Covid-19, c'était début 2020, et les premiers, hein, les premiers à faire notamment, alors la recherche qui a explosé après, mais Moderna était déjà un peu sur le coup, on le voit, c'était à ces niveaux-là, hein, sur les 36 $, ou un peu moins sur les 20, entre les 20 et les 30. Et finalement, on revient sur ces niveaux-là, donc c'est assez mal valorisé, mais pour l'instant, le marché continue de vendre. Moi, je reste, hein, moi, la ligne, de toute façon, elle est déjà divisée par un chiffre assez énorme. Mais il n'y a que le long terme, je pense, pour Moderna, pour essayer de revenir. On va parler d'Exxon, évidemment, hein, qui est... alors, outre le petit rebond court terme sur les pétrolières, hein, c'est une des plus grosses capitalisations. Et sur Exxon, alors j'ai oublié de renoter la trésorerie, mais elle a une trésorerie super importante, hein, par rapport aux autres capitalisations, que ce soit Total ou même les grosses américaines. Ce que j'aimais bien sur Exxon, c'est sa capacité à générer du cash flow et d'avoir une trésorerie importante éventuellement pour les fusions-acquisitions ou la recherche de nouveaux sites d'exploitation, par exemple. Donc Exxon me semble une des pétrolières les plus intéressantes, et avec l'arrivée de Trump et le focus un peu sur les pétrolières, elle devrait bien repartir. Et techniquement, on avait ici des gros volumes qui sont arrivés ici sur les plus bas, avec un début d'inversion, hein, de changement et de dynamique. Sur les 104, moi j'ai mis un stop autour des 105, et depuis on le voit, on a ce canal qui est en train de se faire, ce rebond technique qui est en train de se produire sur Exxon. Donc un peu comme sur Total, on sait que les marges de raffinage ont baissé, hein, c'est pour ça qu'on a notamment depuis la fin d'année, depuis la rentrée dernière, une baisse de pas mal de pétrolières. Mais il faut voir jusqu'où le rebond peut aller. Mais il ne faudra pas rester trop longtemps, je pense, même si les fondamentaux sont plutôt très corrects sur Exxon. Bonne nouvelle aussi au niveau de bioMérieux, hein, avec une nouvelle annonce sur une acquisition. On fait un gap, on va chercher encore quoi? C'est pas le plus haut historique, hein, on était bien plus haut après le Covid-19, mais c'est le plus haut depuis ici, début 2022. Donc ça fait un moment, hein, qu'on n'était pas aussi haut sur bioMérieux. On l'a dit depuis un moment, bioMérieux, dans le secteur de la santé notamment, et sur les tests, hein, les tests BioFire qui font plusieurs tests en même temps sur alors pas mal de maladies respiratoires notamment. La capacité aussi de bioMérieux, parce qu'ils ont multiplié au moins par 2, je crois, leur laboratoire, hein, à travers le monde.
Donc une capacité à être présent un peu beaucoup plus importante que dernièrement. Ça devrait conforter l'augmentation du chiffre d'affaires et des marges aussi sur Biomérieux, donc toujours largement positif. Et on l'a dit depuis la grosse explosion ici début janvier, c'est la confirmation et on ira, même si on aura peut-être un comblage de gap et de la construction, on ira certainement beaucoup plus haut. En cette année 2025, l'objectif, il sera certainement peut-être par là, sur les 120, 130, on est sur les 110 pour Biomérieux. Je voulais voir quoi d'autre. Nvidia. Donc sur les semi-conducteurs, forcément moins bien. Avec les problèmes d'exportation. Mais on le voit, ça résiste bien. Alors là, on avait eu la fausse annonce un peu de Trump sur les semis qui finalement seront libérés. Puis après, non, les semi-conducteurs, il y a encore de l'embargo. Donc, mais finalement, ça travaille sur toujours les mêmes niveaux. Sur Nvidia, ça chute pas, ça capitule pas. Donc, on est toujours dans la construction. Un peu de volatilité à la hausse, à la baisse, mais finalement, on est toujours sur ces niveaux de congestion. Pendant ce temps-là, la moyenne la plus longue, la moyenne à 200 ici remonte. Et puis, probablement, sur une bonne nouvelle, peut-être sur une détente sur les semi-conducteurs, ça pourra repartir. Ce qu'on peut regarder, c'est plutôt les clients des semi-conducteurs, notamment les techs, comment ils réagissent. Et on a Alphabet qui est toujours pareil, plutôt vers le haut. Alors, on n'arrive pas à redépasser les derniers plus hauts historiques qui ont été créés il y a quelques jours. Mais ça, c'est pareil, ça capitule pas trop. On le voit à l'inversion de tendance niveau MACD, donc on est en consolidation, mais pour l'instant on consolide à plat, donc là aussi c'est plutôt fort. Et sur Amazon, c'est un peu la même chose, on est en train de consolider, mais très lentement, donc plutôt costaud ce que nous donne le secteur tech, qui baisse un petit peu, mais forcément après la montée impressionnante qu'ils ont eue, c'est tout à fait normal. Donc à court terme, faut voir jusqu'où nous mène cette consolidation, mais on reste plutôt favorable sur un retour sur une annonce. Donc il faudra digérer aussi les taux relativement élevés de refinancement, parce que la Fed, avec les bons chiffres sur l'emploi américain, ne va probablement pas baisser les taux avant l'été 2025, voire après. Là aussi, ce sera ajusté selon les chiffres qu'on aura, mais pour l'instant, oui, on va s'ajuster un peu à la baisse avec ces annonces de taux relativement élevés de refinancement pour les techs américaines. Et après, on devrait quand même repartir à la hausse, je pense. Et on a également Trump, médias et technologies. L'investiture de Donald Trump, c'est le 20 janvier, je crois. C'est dans une semaine. Et ça commence un peu à bouger là aujourd'hui. On a vu pas mal de volume. C'est pas encore fini. On est un peu à la mi-séance. On fait un gros chandelier avec pas mal de volume, plus 10%. Et l'objectif, c'est peut-être de jouer l'investiture un peu avant ou un peu après. On verra pour encore une grosse poussée. Donc ce qu'on espère, c'est retrouver les 50 et plus. Et puis après monter les stops et voir ce que ça peut donner sur cette valeur assez volatile en relation avec Donald Trump notamment. Et on va faire quelques valeurs abonnées avec Afiren. C'est pas terrible. On avait un début de réaction, mais on est vite revenu. Négatif. Et on le voit ici avec le rebond technique qui est allé sur les 3,45. On a méché 2 mois après, quasiment pareil sur les 3,45. On rebaisse, on reteste la moyenne à 200, on la casse. Le rebond technique qui se fait sur la moyenne à 200. Échec. Derrière, gap baissier sur les 2,35, 2,39, 2,35, il y a un gap. Et on continue de baisser, donc c'est un peu très moyen, c'est pas terrible. Il n'y a pas trop de signaux positifs sur Afiren, donc plutôt très négatif. Éventuellement, si on veut jouer quelque chose, on a peut-être cette zone-là, autour des 1,79, qui avait été racheté au mois de juin 2024. Donc éventuellement, si on revient dessus, si on rebondit, on peut se placer, mettre un stop juste en dessous pour tenter le rebond. Mais pour l'instant, c'est baissier. Fugro
C'est pareil, c'est assez long hein, comme figure. Alors on a vu la grosse baisse ici de 37%. On a un début de réaction avec le rebond technique qui a été plutôt bien marqué. On le voit, un gap baissier. On va le noter, le gap, il est où? Il est là. Gap baissier entre les 20,82 et 19,89. On va chercher le plus bas. Ensuite, on rebondit. Rebond technique. On revient chercher, hop, le rebond technique. On est en dessous. Donc, pour l'instant, on est toujours baissier. Il faudra dépasser les 17,65 pour se réintéresser à Fugro et éventuellement l'oblique court terme. Donc, les deux, ils coïncident ici au mois de février. 20 février 2025, peut-être. On peut décaler un peu cette chose-là. Avant de redevenir positif sur Fugro, là aussi c'est négatif. Manitou, qui va dépendre aussi un peu de la construction forcément. On a eu un premier rebond. Et là c'est intéressant parce que on le voit, hein, le rebond technique de 18,98, il a été dépassé. Alors de très peu, avec une mèche. Mais on a enclenché quelque chose. Ça c'est plutôt intéressant. On a aussi les rentrées ici sur volume, plutôt fortes. Alors derrière, on les a cassés un peu, les niveaux des 16,40 et des 17. Ça, c'est un peu dommage. Mais oui, alors ça peut mettre du temps hein, sur Manitou. Je pense que ça repartira notamment avec la construction aux États-Unis ou en Chine, ou les deux. Mais on risque d'avoir éventuellement des semaines ou des mois de pas grand-chose. Alors éventuellement, hein, on peut éventuellement déjà anticiper un canal haussier sur Manitou, mais il faudra voir les chiffres macro, je pense. Parce que là, ça reste encore fragile. Seb, alors on a parlé de la Chine, évidemment. Et alors la Chine, des chiffres un peu mieux, mais pas assez pour tout relancer. Seb qui mise énormément hein, sur la classe moyenne en Chine. Et la progression des achats de petits et moyens électroménagers. Et on est revenu sur des zones souvent rachetées ces dernières années, notamment en 2023 et en 2024. Et malheureusement, pour l'instant, ça ne tient pas. On peut jouer encore hein, éventuellement une petite ligne, mais on voit qu'on est en train de la casser. On a cassé les 85. On avait une zone ici entre l'ancienne zone de gap, hein, entre les 81 et les 87. Cette zone-là qui était rachetée en bleu. On a le gap ici de l'été 2022. Quand on y est revenu une première fois début 2023, ça a été toujours racheté. Et là, c'est en train d'être lâché. Donc, pas terrible. Mais éventuellement, à court terme, si on rebondit vite, ça pourrait vouloir dire aussi que cette zone est achetée. Plutôt négatif quand même parce que ça casse les supports. Ça entame un peu la confiance. Et les chiffres sur la Chine sont toujours pas satisfaisants. Le jour où ça arrive, hein, évidemment, on a un beau rebond, il faudra se placer, mais ce genre de choses, ça peut durer des semaines et nous emmener beaucoup plus loin et perdre 2%, 3%, 4% par jour et nous amener finalement à moins 10, moins 20, moins 30 sur quelques semaines ou quelques mois. Donc, plutôt à éviter et puis à rentrer sur des signaux. Hein. Steph. Prestation logistique de produits alimentaires surgelés. Plutôt bien. Alors oui, sur Steph, on avait parlé, hein, notamment ici, avec la grosse rentrée le 19 décembre, des volumes super importants. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent ça hein, qui est intéressant de voir. Qu'est-ce qui se passe après la rentrée de gros volumes? On n'est pas allé plus bas, ou si on est allé plus bas, ça a été des mèches, ça a été racheté. On retravaille la moyenne à 200, on fait une phase de congestion, et aujourd'hui, ça sort. Donc là, c'est plutôt un signal d'achat intéressant sur Steph. Hein. Parce que techniquement, c'est assez propre. On revient sur la moyenne à 200, on casse encore en explosant. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas de gros volume ici, parce qu'on a une grosse journée. Mais ça ne se traduit pas sur les volumes. L'idéal, ça aurait été, alors pas forcément d'aussi gros volume, mais un tiers ou la moitié de ce qu'on a connu ici. Mais ça reste positif quand même. Hein. On est largement haussier. On a eu la conso autour de la moyenne à 200 et le retour maintenant. Positif, très positif sur Steph. Total Énergie Gabon, il y a eu un dividende énorme. Donc là, on va le voir avec le graphe ajusté au dividende et non. Donc là, c'est avec le dividende.
va enlever. Voilà, ça fait ça. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas le dividende, le cours, il baisse énormément. Là, c'est avec le dividende, donc on considère qu'on était dessus et qu'on garde le dividende sur son compte. On est haussier. Et le dividende, il a été énorme. Je crois que c'était 50 euros ou quelque chose comme ça. On était sur les 149, enfin même avant, sur les 135, et puis boum, on monte comme ça. Et sans le dividende, hein, on était là. Donc sur les 202, et puis on explose sur les 160, même avant, sur 149, et on finit la journée. Surprenant, hein, parce que le dividende est passé le jour du détachement, donc c'est-à-dire qu'il fallait l'avoir la veille, et les gens ont quand même racheté énormément, hein, sur Total Gabon, passer ce dividende exceptionnel. Mais derrière, on voit que ça vend, donc on a eu pas mal de progression également ici, hein, au mois de novembre. Ça devait être déjà sur l'annonce, hein, d'un détachement assez important, c'est pour ça qu'on avait gapé. Mais une fois qu'il a été détaché, quel est le potentiel de hausse, vu qu'on a déjà fait du x2 quasiment. « 70%. Alors ça, c'est sans le dividende. Et si vous étiez dessus... non, c'est avec. Parce que sans, on le voit, 29%. Puis maintenant, 4%. Donc oui, quel potentiel, hein, de Total Energy Gabon, une fois que le gros dividende est passé. On a vu que sur ESSO, ça avait été intéressant. Pas sûr que ça tienne énormément sur Total. J'ai pas un avis très marqué. Alors on a profité un peu pareil de l'effet Trump et des pétrolières. Maintenant sur le moyen long terme et la baisse, hein, de raffinage et les ratios qui vont s'actualiser sur Total Energy, je jouerai pas, hein, la continuation de la hausse sur Total Energy Gabon. Et enfin, Wienerberger. Alors, je ne connaissais pas celle-là. Entreprise autrichienne de renom dans le secteur de la construction et des matériaux de construction. Donc là aussi, il faut attendre le retour, hein, de la construction. Alors même si on est sur des points bas sur beaucoup, hein, de pays, on n'attend plus que le détonateur. Mais pour l'instant, le marché le vend. Donc il ne faut pas rentrer trop tôt, il ne faut pas acheter trop tôt sur ces secteurs-là. On a éventuellement ici, hein, autour des 22 euros. Mais on voit que ça nous amène peut-être au mois de février-mars. Et sinon, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Là, c'est... j'ai même pas noté le gap baissier ici, de cet été. Cassure de moyenne à 200, donc derrière on sait que statistiquement, hein, il y a de très grandes chances qu'on aille beaucoup plus bas et aller chercher un support. Alors déjà ici les 26, c'est cassé, donc le prochain c'est éventuellement les 22, donc plutôt largement baissier. Là aussi ça peut repartir fort et rebondir avec des bons chiffres, hein, sur le retour de la construction et de la croissance un peu partout, notamment en Chine, mais pour l'instant c'est plutôt à éviter. Voilà. J'espère que la vidéo vous a dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions ou des commentaires, j'y répondrai. Et voilà, bon trade, à plus.